Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode du Jardin des Sources. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, j'étais en déplacement. Ça vous a fait des vacances. Donc il y a eu quelques messages qui me demandaient si l'émission n'avait pas capoté. J'ai dit oui, j'en peux plus, j'abandonne. Pierre me demande de faire des émissions tous les jours. Comment vas-tu, Pierre ? Je suis en pleine forme, parce qu'il fait beau. Chaque fois qu'il fait beau, je suis en pleine forme. Parfait, et heureusement, ça tombe bien que tu sois en pleine forme, parce qu'aujourd'hui, on a reçu un courrier des lecteurs qui va t'incriminer très bien. Lourdement. Comme je suis un peu masochiste et sadique, je vais aimer ça. Parfait, c'est tout ce qu'on voulait entendre. Donc, ce qui change un petit peu aujourd'hui, c'est que ce courrier des lecteurs, il a été rédigé à l'oral. Donc, on va, avec les moyens techniques prodigieux dont nous disposons, vous le faire entendre directement. Es-tu prêt pour son écoute, Pierre ? Je suis tout à fait prêt. Eh bien, c'est parti. Bonjour Hugo, bonjour Pierre. Le fait que Pierre répète la phrase « je sais que je ne sais rien » comme un mantra, n'est-il pas encore une fois un sabotage de la part de Pierre ? Un sabotage intellectuel tout d'abord, et un mensonge d'une certaine façon, puisque tout le monde peut constater que Pierre sait beaucoup de choses. Plus sérieusement, j'ai l'impression que cette pirouette lui permet de n'explorer les choses à la surface des concepts qu'il veut aborder sans les transcender. Donc d'une certaine façon, c'est bien pratique pour rester dans sa zone de confort. Et pour finir, je reste perplexe quant à l'idée de dire qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant depuis 2000 ans dans la philosophie, excepté quelques concepts spinoziens survolés de manière superficielle. Je pense que comprendre le monde, la pensée, la réalité dans l'ensemble de la dimension philosophique, théologique et scientifique de l'humanité est essentiel pour la compréhension de l'être. Sélectionner ce qui nous intéresse en éclipsant le reste est pour moi une erreur, qui peut même se traduire en lâcheté ou en paresse, qui à mon avis ne rend pas service au brillant esprit que nous dévoile Pierre au fur et à mesure de cette aventure auditive. Cordialement, El Gadjo. Bon, alors, comment se prénomme cet ami ? El Gadjo. El Gadjo. Je te remercie pour ta question, mais qui soulève énormément d'interrogations. L'interrogation majeure, qu'est-ce qu'on cherche pour soi et sa propre vie ? Si on se pose cette question, on va se poser la question de où habite-t-on ? Et on aura plus de questions que de solutions, certainement. Justement, j'en parlais avec Hugo et je me dis que le but ultime, c'est pas d'avoir raison, d'avoir tort, de répondre à des questions dont on n'a probablement pas la réponse, on l'aura peut-être plus tard, mais le but ultime d'une vie, c'est moins les questions que ce sentiment profond d'être heureux. Le bonheur, c'est le but ultime de toute notre action et tous nos choix humains. Il me semble, en tous les cas, pour moi, c'est ça. Et dans ta question, où il y a des choses assez justes, tu parles de sabotage, etc. Mais dans le fond, si saboter me rend heureux, est-ce que c'est pas mieux qu'une science très développée, explicite et reconnue qui construit quelque chose de moins heureux pour moi ? Mais j'ai remarqué, Gadjo, que tu t'occupes pas de mon bonheur. C'est pas un truc qui te préoccupe beaucoup.
Mais permets-moi quand même, puisque tu es défaillant de ce point de vue-là, que je puisse m'occuper, moi, de mon bonheur. Est-ce que c'est possible? Je saurai par Hugo quelle est ta réponse exactement. Mais c'est très intéressant. Toutes tes questions sont intéressantes. Mais quand tu parles de culture, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce que c'est qu'être cultivé. J'ai croisé tellement de gens idiots qui étaient des érudits que je me dis on peut relativiser la notion de culture. Mais un homme simple qui a peu de culture, et je le mets entre guillemets, peut être heureux, et j'y reviens, est-ce que c'est pas plus enviable et désirable que celui qui va accumuler cette culture dont tu parles à mon sujet? Mais ce n'est pas un but pour moi, l'érudition, la culture. J'ai déjà croisé beaucoup d'hommes, dans le fond, qui avaient une culture et une érudition extraordinaires, comme Chouraki ou Danielou, mais je les ai aimés parce que c'était dans l'amitié de belles personnes. Et j'ai trouvé d'aussi belles personnes chez des personnes qui n'avaient pas du tout cette culture comme on l'entend. On pourrait dire ce conditionnement par rapport au système de valeurs politico-universitaire qui fait qu'on est reconnu si on a des diplômes. Donc, cette dimension de belles personnes et de bonheur, c'est quelque chose, moi, qui me comble. Le reste, il faudrait que nous en parlions ensemble et que tu puisses me définir ce qu'est exactement la culture ou l'érudition. Si c'est accumuler, comme tu le dis, beaucoup de choses que l'on sait, et si ça vous fait une vie assez peu désirable, est-ce que c'est gagnant, je dirais? Est-ce que c'est en plus quelque chose qui est désirable par rapport à ce que l'on est plutôt qu'à ce qu'on représente? Et si ce qu'on représente submerge ce que l'on est, on peut Gadjo me connaît, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas l'objet du conditionnement social qui fait que le regard que l'on a sur soi va être soumis à la valeur de la représentation qu'on a pour les autres? On revient à l'Oedipe et sa définition de soi. La simplicité, c'est-à-dire pour moi, se répondre aux soins que l'on prend de soi, de faire les choix qui vous rendent heureux. Cette simplicité me paraît être un trésor. J'ai de grandes amitiés avec des gens qui n'ont que peu de culture. Je ne parlerai pas d'Hugo par délicatesse. Non, tu vois ce qu'il faut, mon cher Hugo. Mais, dans le fond, cette chaleur de l'amitié et quelquefois de l'amour, c'est quand même quelque chose de difficile d'accès et qui n'a aucun rapport avec les diplômes ou l'image que l'on a par rapport à la norme. Et concernant son intuition vis-à-vis de ton sabotage, qu'en est-il finalement? Parce que tu as parlé potentiellement du fait que ça puisse t'apporter un certain bonheur, mais est-ce véritablement le cas? Est-ce un moyen de régler des comptes? Enfin, qu'est-ce que ça représente pour toi finalement, ce qui soulève? Ça représente quelque chose de très vrai si je l'explique un peu. C'est-à-dire, quand j'étais l'objet du désir de ma mère, il est certain que j'ai saboté, je dirais détourné énormément peut-être de ces choses qui m'auraient rendu heureux pour me libérer de ce désir qui était un ressenti. C'était vraiment ça qui pose un problème. C'est que c'est enraciné dans une relation et dans une structure émotionnelle. Donc, réussir pour moi, et je le mets entre guillemets, à être heureux, c'est me libérer d'être l'objet du désir de ma mère. Donc c'était valable. Je prends l'écriture. On peut dire que, bon, j'arrive à écrire, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, et je m'en fiche un peu, mais je me dis, c'est quand même heureux. J'ai eu du plaisir à le faire. Et ce plaisir-là, qui fait que ça correspond à quelque chose qui est moi, profondément, c'est quelque chose qui a réparé mes blessures de l'enfance. Et en ce sens, j'ai saboté parce que j'étais prisonnier, mais qui ne l'est pas.
n'est-ce pas, Gadjo, qui ne l'est pas prisonnier. Et je veux dire, c'est toute la question de la prévalence du désir en soi qui nous construit comme être vivant et s'échapper de tout ce qui a conditionné dans notre enfance à travers les blessures et la puissance parentale, la mésestime de soi, qu'on le veuille ou non. Et tu n'as pas de regret particulier quand tu as ce que le sabotage a mis sur ta route, c'est-à-dire une forme de réalisation professionnelle qui n'est pas en totale adéquation avec tes compétences évidentes, non? J'ai aimé ma vie professionnelle. C'est elle qui m'a choisi plus que le contraire. J'avais aucune chance, peut-être tellement ma colère était grande, de vraiment m'imposer par rapport à un projet personnel. J'ai laissé vivre les choses, c'est vrai, je pourrais me le reprocher, mais vu le résultat, je suis heureux de ça, parce que j'ai été, on y revient, heureux d'enseigner, d'être dans une relation avec des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. C'est quelque chose qui sont des trésors dans les rencontres, dans les événements. Et je ne dis pas que je l'ai voulu ou que je l'ai construit, puisque je n'étais capable de construire ce qui correspondait au désir de ma mère sur moi, avec cette colère de le détruire au moment même où je le construisais. Mais je dirais que c'est la vie qui me l'a proposé et que c'était possible, cette cohabitation entre la blessure personnelle, dans ma structure émotionnelle, et le fait que j'arrive à trouver quelque chose, dans le fond, qui me correspond, et on y revient, et qui fait que je gagnais ma vie tout en étant heureux de pratiquer ce métier-là. Et dans le fond, je suis très heureux d'avoir été heureux. Oui, et de gagner ma vie avec ce bonheur-là. Et finalement, ça n'a jamais été un poids pour toi d'avoir une représentation sociale qui ne correspondait pas forcément à la nature de la totalité de ton être, je dirais. Là où potentiellement on pourrait ressentir dans la question d'El Gadjo que ça aurait été quelque chose à guérir en toi pour être totalement qui tu es, alors que c'est pas fondamentalement le sujet. Non. Mais ça pose la question de savoir pourquoi lui, il soulève ce sujet-là. Oui, c'est la vraie question. Parce que moi, malgré moi, je suis quand même devenu moi. Et je dis bien malgré moi. Et je suis heureux de ça. Et j'ai vécu dans les rencontres par mes étudiants ou par énormément de rencontres et dans ma pratique professionnelle, des choses qui étaient pour moi un trésor, que ces rencontres-là, ces richesses-là. Donc, pour moi, je regarde mon passé, je suis heureux de tout ce que j'ai vécu, y compris ceux qui demandent, dans le domaine de la vie affective, de traverser certaines épreuves. Mais de toute façon, quand il y a du vivant, il y a des épreuves, sinon c'est très suspect. On devient un fonctionnaire de la vie. Oui, il y a forcément une confrontation dans le réel. Oui. Et si on se prémunit de la confrontation au réel, on peut créer un monde capitonné, sans souffrance, mais sans vie, forcément. Et je trouve, par rapport à ce que tu dis et à ce que disait El Gadjo, c'est que dans le fond, j'étais une boule de colère, très tôt. Déjà au lycée Henri IV en 6e. La fameuse anecdote. Oui, c'est la fameuse... Parce que maintenant, avec le recul, je me dis, mais j'étais un gamin. Et j'étais face à des adultes, et je leur ai fait plier le genou avec une espèce de haine et de colère terrible. Et elle aurait pu tout anéantir, cette colère-là. Et malgré ça, je l'ai traversée, et malgré moi, c'est important de le dire, tout s'est construit en moi, vers moi. Leka, disent les Hébreux, c'est-à-dire « va vers toi ». C'est une parole que Dieu a dite à Abraham, Abrahama, c'est-à-dire le père du peuple, Abraham, c'est-à-dire « va vers toi » à travers la pérégrination que fut celle des Hébreux comme livre historique. Bon, donc il y en a d'autres, chez les Grecs aussi, il y a eu des exemples absolument extraordinaires. Je n'ai même pas eu ce chemin ou ces choix. J'ai essayé de vivre
du mieux que je pouvais. Et j'ai pas tout réussi. Si j'avais mes enfants là, ils me diraient « Ah non, ça, t'as pas tout réussi !» Mais j'ai été vivant, je crois, avec mes contradictions, mais je n'ai pas ressenti que j'étais le responsable de ma naissance dans la vraie vie, à travers le temps et le chemin qui était le mien. Et quand est-ce que le bonheur est devenu, on va dire, la boussole qui indiquait le nord? À quel moment c'est devenu central? Ou ça t'est apparu comme une évidence que c'était le chemin à suivre? Mais tout le temps. C'est-à-dire, j'avais envie d'être heureux tout le temps. Je crois que je ne suis pas seul dans cette... je n'y arrivais pas tout le temps, parce qu'il y a des solitudes en raison de ces blessures, etc. Mais il y a une chose que je ne peux pas dire, c'est que j'ai été heureux, c'est vrai, mais que c'est moi qui ai construit ce bonheur. Je ne peux pas le dire. C'est lui qui est venu me chercher. Et j'ai pas dit non. Voilà, j'ai pas dit non. On peut à un moment donné rester dans sa colère et se durcir. Et là, c'est le non. Et je n'ai pas fait ça. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que j'étais en colère. Parce qu'on ne se dit pas, je suis en colère. On trouve ça normal. Et on a des raisons d'être, hein, puisque le monde est violent, que nous crions dès notre naissance dans ce monde violent, et qu'il va bien falloir faire quelque chose contre ce monde qui nous veut du mal. On le comprend très tôt, ça. Mais je veux dire, comment subsister si on devient comme ce monde, dans l'extrême violence vis-à-vis de lui et des autres, mais immédiatement, et je dirais c'est une loi naturelle, cette colère et cette violence se retournent toujours contre soi. On devient comme le monde qu'on va critiquer, on devient pareil. Et je disais à ma fille il n'y a pas longtemps, elle me disait le monde ceci, le monde est cela, et je lui ai dit ce que je pense vrai, c'est-à-dire le monde, c'est nous. C'est pas toujours les autres, la violence des autres. C'est le regard que l'on porte sur les choses détermine la forme des choses en elles-mêmes. Oui. Et il y a même un passage, je me souviens dans l'Évangile, qui dit « Comme vous jugez les autres, vous serez jugés vous-même ». C'est pas sûr que ce soit comme ça que ça se passe, j'en sais rien. Mais c'est intéressant quand même. C'est pour ça qu'on peut revenir à la question de l'auditeur et lui demander ce qu'il penserait de lui-même s'il se posait cette question. Mais j'aimerais bien qu'Al Gadjo soit ici. Et on aimerait bien que tout le monde vienne, hein, bien sûr. Et tout le monde est invité à venir échanger en physique, pour autant qu'ils aient la volonté et un sujet à développer. Hein. Et qu'ils puissent parler d'eux-mêmes avec, amitié. Être l'ami de soi. Je pense que c'est le centre de tout. Et arrêter de se mésestimer ou de se réduire à rien, alors même qu'il y a en nous une splendeur que nous portons et qui a été méprisée peut-être par le monde, qui n'était pas très intéressé par cette beauté-là, mais que nous avons en complicité, peut-être par amour pour nos parents, fait écho à ce mépris de soi. Et il y a une ignorance de soi et un mépris de soi qui est quand même quelque chose d'incroyablement scandaleux, puisque c'est pas la vérité. Et ce regard sur soi, qui fait que nous naissons à nos propres yeux comme quelque chose d'important et de beau, c'est ce qui fait que notre regard sur les autres va se transformer. C'est certain. Oui, mais c'est parce que c'est la volonté d'exister aux yeux du groupe, du regard. Donc aux yeux, c'est vraiment leur regard qui détermine la façon dont on sera, parce qu'on n'a pas envie d'être évacué du groupe par souci de survie, sauver sa peau, comme tu dirais, quand on vient au monde. Et après, il faut avoir le courage de porter son regard sur soi-même en toute limpidité, parce que on n'a pas besoin d'intermédiaire pour savoir quelle est notre valeur profonde, dans le fond. Mais c'est très dur, c'est une forme de liberté qu'on doit acquérir c'est face aux épreuves de la vie, parce que au début, mine de rien, on a du mal à réhabiliter son propre regard. Sauf si on a presque... comment dire, on a été regardé sans être regardé, enfin, regardé tel qu'on était, ce qui n'est pas donné à tout spectateur ou tout auditeur. Et du coup, c'est quand même une épreuve, de se réhabiliter. En fait, c'est une épreuve de réhabilitation conséquente et
et assez direct. Mais c'est là où le bonheur intervient. Parce que le bonheur, c'est quand même d'être soi, Oui, finalement. oui, oui, Et donc, on peut avoir l'intuition oui. de cheminer vers le bonheur, c'est cheminer vers soi, Oui, oui. fondamentalement. Il y a dans la complicité avec le mépris des autres pour soi, et de la parenté souvent d'ailleurs, et je pense quelquefois à la parole d'Heidegger qui avait choqué Gaylor, que j'embrasse, où il dit « Qu'est-ce qu'ils ont fait de nous ?» Le commencement de la naissance de soi, c'est la prise de conscience qu'on n'est que l'objet soumis à la volonté et au désir de quelqu'un d'autre. Si tu n'acceptes pas cette fragilité de toi qui fait que tu veux absolument t'aveugler sur le fait que tu as été réduit à l'objet, il n'y a pas de naissance. On s'interdit de naître. La première chose, c'est pour ça qu'Heidegger dit « Qu'est-ce qu'on a fait de nous ?» et « Qu'est-ce qu'on va faire de ce qui reste de nous ?» Et c'est assez vrai d'une certaine manière, bien que je le trouve pessimiste, c'est que on est toujours, dans notre fragilité de l'enfance, forcément l'objet du désir et de la puissance des autres, forcément. Et que où on la justifie pour toujours, en se disant implicitement que le rien que l'on est, qu'ils ont dit que nous étions, eh ben c'est la vérité, où on choisit de naître en se désolidarisant, en se séparant, dit la psychanalyse. Oui, parce que se créer en opposition, ce n'est pas non plus naître à soi-même, c'est prolonger le lien dans la colère qu'on provoque chez l'autre. Oui. Mais qu'on provoque la colère ou le plaisir de l'autre, dans tous les cas, c'est son problème, c'est ses émotions et pas les nôtres. Bien sûr, c'est l'aliénation de la dépendance oedipienne dont nous avons parlé souvent dans les... Et du coup, est-ce que tu penses, parce que tu parlais d'écriture, mais très peu de gens peuvent te lire, hormis dans le prologue du livre du Temple des Sources. d'Hugo, Ouais. je vous incite à lire le livre d'Hugo. Oui, bien sûr. Et donc, est-ce que tu as des écrits? Est-ce que tu es sur quelque chose actuellement? Parce que c'est vrai que El Gadjo, lui, a peut-être l'impression, finalement, que tu restes en surface, comme il le décrit dans son message, comme une manière de ne pas risquer de te présenter à l'aune de ce que tu as à dire. Tu vois, pas de la grande vérité que tu as révélée au monde, mais du simple plaisir que tu aurais de t'exprimer dans un champ qui est le tien, notamment l'écriture. À l'oral, on l'a bien compris, mais alors, que peux-tu nous en dire? Eh bien, je dirais ce que dit Françoise Dolto. Tout est langage. C'est-à-dire, on peut toujours critiquer le choix et le comportement de quelqu'un et les blocages qui sont les nôtres. Mais on dit quelque chose. Souvent, sur la méthodologie. Il y a quelque chose, si on l'accepte, qui nous bloque à un moment donné et qui bloque et qui anticipe peut-être cette dimension du créatif qui est une résistance en soi, et cette difficulté à naître justement indépendamment de l'objet que nous avons été. Il y a un confort à mourir à soi-même. Il y a un confort. C'est vrai qu'on est mort, mais on n'a plus cette souffrance du commencement où ceux que nous aimions nous ont dit que comme on n'était pas bien. Il fallait être quelqu'un d'autre pour être quelqu'un de bien. Et cette souffrance-là, eh bien, on l'atténue ou on la répare dans la mort, dans une forme de mort. C'est la conformité, c'est la norme, c'est des langages précodés, etc. Et puis, si on fait ce que je préconise, dans le fond, pour moi-même, j'entends, c'est-à-dire se prendre au sérieux dans son langage à un moment donné, immédiatement, le vivant va trouver des solutions. Si on l'écoute bien, souvent sur des choses très pragmatiques. Donc, encore une fois, s'écouter soi-même, si on est bloqué quelque part, c'est que quelque chose nous parle. Et si on se prend au sérieux, eh bien, on va accepter d'essayer de comprendre ce que ce blocage nous dit par rapport à nous-mêmes. Et souvent, c'est porteur d'une solution qui fait qu'il va être levé. Et qui va influer d'ailleurs pas seulement la forme,
mais aussi le fond. Et il y a beaucoup, quand on est dans la création, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur la forme. Est-ce qu'elle est philosophique? Est-ce qu'il est poétique? Etc. Est-ce que les deux sont conciliables ou pas? Il y a un monde de ressenti, dans le fond, qui est un monde toujours, si on est proche de cette naissance de soi-même dans la création dont je parlais, c'est un risque émotionnel, on l'a dit, qu'on a appris de notre enfance, considérable. Et ce risque émotionnel, on peut le prendre si on n'a pas cette espèce de manière sous-entendue de soi-même se voir comme on a été vu à travers l'objet. C'est-à-dire, tu dois faire ça, tu dois faire ceci, et de cette manière-là, si tu veux être cohérent. Et merci El Gadjo de considérer que je ne suis pas cohérent dans tout, mais lui non plus, je pense, puisque c'est de notre condition. Cette harmonie, je peux la rechercher. Et c'est quelque chose d'énorme de penser que dans la création, j'ai la même estime que toi pour la création, il y a une unité de l'esprit et du corps, d'ailleurs, totale, qui est une source de joie, mais on peut être tolérant par rapport au fait que nous allons forcément tâtonner dans un domaine dont on a été privé depuis notre enfance, avec cette idée que l'ennemi, l'interdit, c'était d'être soi. Et la création, ça ne peut être que soi. C'est-à-dire, tu incorpores une fragilité de soi dans cette dimension de naissance que j'appelle l'acte créateur. Mais pour ça, on ressent immédiatement le danger. Voilà. Oui. Mais et pour être un peu plus terre à terre, finalement, de quoi parleraient les choses sur lesquelles tu travailles? Est-ce que tu travailles? Quelle forme ça emprunte? Est-ce que le fond a à voir avec cette émission? Les gens seraient curieux de savoir. Oui, mais par exemple, l'idée de livre me bloque. Ah. L'idée Tu l'as bien vu. Oui. Mais qu'est-ce qui me bloque pas? C'est l'idée de tableau. Alors ça m'étonne pas, tu regardes mon salon, il y a quand même pas mal de tableaux. J'aime l'idée de peinture, de tout ce qu'on dit à travers. L'idée de tableau, c'est une idée assez courte, dans le fond, qui considère et qui fait que on aime ce que l'on est dans cette création-là. Alors que dans le livre, il y a énormément de projections de soi dont on n'a pas forcément envie. Et là, dans l'idée artistique du tableau, je ne dis pas qu'on a réussi, mais en tous les cas, il y a quelque chose qu'on a envie de travailler. Donc je me dis, je vais écrire, et curieusement, ce n'est pas toute une page, dans ces tableaux-là, un texte tel que je le ressens, et à chaque fois que je l'écrirai, je te le passerai. Tu me diras ce que tu en penses, ce que tu penses en faire, etc. Et plusieurs tableaux comme ça font un livre. Ça peut emprunter la forme du bréviaire, peut-être. Ben, le bréviaire, c'est un côté cubéni, si je puis me dire. Pourquoi ça? Pourquoi bréviaire? Parce que Brève. justement, oui, voilà, tu peux avoir des tableaux, ça peut être des chapitres courts. Il n'y a pas de fil conducteur particulier dans un bréviaire. Là où, dans des tableaux aussi, finalement, tu as l'expression d'un sentiment, l'espace de quelques lignes, des fois un paragraphe. Donc c'est moins formel, justement, le bréviaire. Donc, et alors, je m'y retrouve. Tu vois, comme la pesanteur et la grâce, finalement. Où c'est distingué par l'ordre alphabétique, mais dans le fond, c'est un hasard, l'ordre alphabétique. Parce que il peut y avoir des jonctions entre certaines thématiques, mais c'est disloqué par la brutalité, justement, de la chronologie alphabétique. Tu as raison. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ce beau livre a été un rassemblement de Jean Guiton, à un moment donné, de tout ce qui était éparpillé dans la pensée de Simone Veil, mais ça a fait un livre et un très beau livre. Dont on peut puiser certaines idées. Voilà. Et je me retrouve là plus que dans l'idée qui est personnelle, j'arrive à me bloquer moi-même. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui m'a bloqué, mais l'idée d'être enfermé, encore une fois, dans l'idée d'un livre. Et est-ce que ça participerait pas du sabotage que tu considères l'acte créatif d'écrire sous un point de vue forcément formel,
Tu vois, et que tu t'accroches Oui, à ça plutôt oui. que d'avoir trouvé la solution du bréviaire que je t'ai trouvé. Oui, oui, mais c'est vrai que sabotage, ça veut dire aussi rupture avec le désir en soi qui n'est pas à soi, c'est-à-dire de la réduction de soi à l'objet. Mhm. C'est pour ça il faut le prendre, ce sabotage, au sérieux. C'est-à-dire comment se libérer de ce qui dit non, c'est pas moi. Et si dans ce bréviaire dont tu parles, je me retrouve moi-même, ça veut dire que j'ai compris comment me libérer de ce ressenti qui crée un empêchement Mhm. que ce n'était pas moi dans cette forme-là. Oui, Si je me retrouve dans une autre forme, et tu l'as dit Hugo, et tu as bien raison, ce livre de Simone Veil en est l'exemple, puisque c'est rassembler des pensées éparses, eh bien si je me retrouve, pourquoi pas? oui. Non. Mais parce que là, oui, bien sûr, mais parce que d'ailleurs, tu as déjà écrit. Donc, tu as écrit dans des grandes feuilles Exactement. sous la forme de différentes thématiques. Et des Ouais. fois, au sein même d'une même feuille, tu soulèves juste Oui, certains concepts. oui, oui. Tu Ça as a l'air raison. déjà d'emprunter cette forme Oui, c'est dans le vrai. fond. Ben, c'est formidable ce que tu dis, parce que dans le fond, c'est déjà fait. Et donc, je prends au sérieux que c'est un chemin, Mhm. et ce chemin me mène à quelque chose d'heureux. On revient à notre pensée initiale. Oui, parce que ce dont tu as peur, finalement, ton combat, c'est de fuir la norme. Et dans l'idée d'écrire un livre, toi, tu vois, tu visualises directement des chemins qui t'obligeraient à prendre une forme malgré toi. Alors qu'en tâtonnant, tu vas découvrir la forme que tu devras emprunter. Mais ça, c'est un phénomène que je connais bien à l'échelle de la production artistique musicale. C'est de commencer, souvent, de commencer avec une vision, et dans sa réalisation, de la perdre pour retrouver celle qui correspondait à l'essence de son être, et donc du bonheur que ça provoque à produire. Là où initialement, il faut quand même partir d'une idée. Donc mine de rien, il y a la volonté de créer, mais il y a quand même la projection cérébrale. Elle est aussi nécessaire, parce que si on ne pense rien, Ah oui. on passe sa vie sur son piano, par exemple, Oui, oui. à imaginer un album intégral en le jouant, mais s'il n'y a pas l'aspect cérébral structurant, eh bien, on ne met jamais le pied à l'étrier. Oui. Mais il faut savoir s'en séparer et ne pas en faire une fin en Oui, soi. oui. Donc c'est un fin balancier, l'acte créatif, entre le contrôle et le lâcher-prise, Oui. par Oui. étape, quoi. Oui, oui. Voilà. Et quand tu dis le contrôle, c'est quand même le contrôle qui est le sien. Personne n'intervient Oui. d'extérieur. Et ça change tout. Parce que c'est vrai que la norme, c'est aussi le contrôle, mais le contrôle de qui? Des autres. Des autres, de l'école, des bonnes notes, de Mhm. maman, de papa, il fallait être l'objet, ceci, etc. Oui. Donc, ça peut pas marcher avec la création, parce que la création, c'est le vivant, et que le vivant, c'est une merveilleuse liberté d'être soi. Il faut comprendre le contrôle comme une nécessité, mais pas comme une volonté. Oui, Tu vois, c'est pas une naissance, c'est qu'un moyen, justement. oui, oui. Le problème, c'est que derrière le contrôle se cache aussi la sécurité. Notamment, on voit ça chez les artistes qui ont trouvé la recette. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à obtenir la représentativité derrière un album qui s'est bien vendu. Et ensuite, ils possèdent les clés de compréhension de leur propre acte créatif, et ils succombent au contrôle parce que c'est la sécurité de voir des revenus, de la représentativité, et ils ne font plus appel qu'à ça, et abandonnent justement l'acte créatif, et ils pourront très bien réussir à l'échelle de la représentativité sociale, mais échouer à l'échelle de l'expression de leur volonté propre. Oui. Parce qu'il n'y a aucune forme de vie qui n'évolue pas au sein de sa propre histoire et au sein de sa propre vie. Oui, Donc les formes doivent changer constamment. oui. C'est le principe de la mutation Oui, qui oui, prend ses formes à toutes les échelles, hein, pas seulement créatives. Oui, Je oui. veux dire, à l'échelle de la vie d'un homme, Oui, oui. on a des étapes de vie dans lesquelles on doit s'incarner sous différents affects. La fougue dans la jeunesse, la tempérance à un certain âge. Et tout ce qui est figé est mort, en quelque sorte. Oui, oui. Mais dans le fond, aussi, cette énergie, quand elle se porte
à juger et à considérer ce qui est bien pour les autres, de penser, d'être, c'est ce qu'a fait un peu, sans qu'il s'en rende compte, El Gadjo. C'est-à-dire, il me dit ce qui serait bien que je fasse pour être comme il a envie que je sois. Et à aucun moment, il se dit, mais mon regard peut être totalement faux, en ce sens qu'il peut se retourner contre moi, dans le normatif. La vraie question d'El Gadjo, c'est son rapport au normatif. Et est-ce que ça pourrait aussi vouloir dire qu'il est... Moi, je pense que c'est... Imaginons, partons du principe qu'il soit bienveillant, pur et purement. Oui. Il s'imaginerait, dans une forme de projection, que te réaliser toi dans une forme de représentativité personnelle à l'échelle de tes compétences intellectuelles t'apporterait le bonheur, parce que peut-être qu'il a le même objectif. Sauf que ce n'est peut-être que la projection de ce que lui apporterait du bonheur, oui. et qu'il ne réalise pas pour lui-même. Et quand on pense qu'on est le principe initial du bonheur de l'autre, c'est quand même un peu gonflé, d'une certaine manière. On le fait tous, ça, c'est pas une critique que je porte sur lui. On ne peut pas s'empêcher souvent de savoir ce qui est bon pour les autres, à la place des autres. Mmh. Et je veux dire que c'est ça la problématique, c'est que c'est toujours une racine normative, donc éducative. C'est là où on disparaît. Dans la reproduction d'un schéma dont on a été victime. Voilà, et les conditions d'exister. Et l'exister, les conditions d'existence, submergent l'être. Et dans l'être est blessé, même regardé comme l'intrus. Et l'amour aussi. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais s'il y a un amour, c'est cette contemplation de l'autre comme il est, et pas comme on veut qu'il soit. Et comme on peut dire que la réalité, c'est pas la réalité comme elle est, mais comme nous sommes, eh bien c'est vrai que tout ce qui est projeté, c'est un rapport au réel, c'est-à-dire un rapport à la nature. Et un rapport à la nature, qui peut prétendre savoir à la place de la nature ce qui est bon? Personne. Eh bien si, tout le monde. Tout le monde prétend de dire que la vérité et la réalité, c'est la nature ou la réalité comme on la voit et non pas comme elle est. En philosophie, on dit le monde comme il est refoulé au profit du monde comme on veut qu'il soit. Et c'est vrai, mais je veux dire, dans ce monde comme on veut qu'il soit, on revient à la volonté oedipienne de la réalisation de l'objet qui s'en prend en l'être, dans sa beauté et dans sa naissance. Et je veux dire, cette réalisation de l'objet, c'est la perte de soi. Et le chemin vers soi, c'est certainement, et c'est, je le disais tout à l'heure, quelque chose de, en même temps, très religieux, dans la dimension, si on a une approche, un regard un peu religieux sur les textes, je veux dire, qui est à l'opposé des églises telles qu'elles se sont établies. Elles étaient toutes, je dis bien, basées sur la puissance, la volonté de puissance qu'on appelle la politique. C'est-à-dire dire à chacun de nous qu'il est un pécheur et qu'il faut qu'il se conforme à une norme pour devenir quelqu'un d'acceptable. Dans tes recherches dernièrement, tu as fait quelques découvertes, notamment en faisant intervenir l'intelligence artificielle. Oui. Est-ce que tu voudrais nous raconter cette anecdote ? Je veux bien, j'ai fait des découvertes, t'exagères. Merci Hugo. C'est pour ça que je t'aime, tu le sais. Oui, c'est la voie du bonheur. Oui, ça a été d'ailleurs extraordinaire parce que il y a quelque chose qui m'avait choqué à l'époque où j'avais une relation amicale avec André Chouraki, qui avait quitté sa passion du serviteur souffrant, qui est une intuition d'Isaïe absolument magistrale, où l'homme le moins intéressant est le bien-aimé de Dieu. Et c'est extraordinaire, parce qu'on se couvre les yeux pour ne pas le croiser, on dit qu'il n'a aucun intérêt, etc. Ça revient à l'idée de culture d'El Gadjo. Et donc, lit El Gadjo, le serviteur souffrant d'Isaïe, et c'est magistral, d'une beauté incroyable. Et quand j'ai rencontré André Chouraki, il était passionné par ça, et les entretiens qu'on a eus ensemble ont été des espèces d'exaltation poétique, où on se retrouvait autour de la beauté de ce texte et tout ce qu'il voulait dire. Mais
Je pense qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, puisque moi je suis rentré à Paris, et lui il a commencé sa traduction de... Bon. Mais quel a été mon étonnement de voir dans sa traduction marqué au sujet des béatitudes, qui me sont très chères, marqué « En marche » des macroniens déjà, « En marche les pauvres, en marche les doux », etc. Je me suis dit « En marche », mais d'où il sort ça ? D'où il sort ça ? Et j'ai su par le père Leloup, qui avait travaillé à cette traduction, dans sa maladie, je dirais. Je vais avoir un message dans pas longtemps. Et il a travaillé avec lui. C'est lui qui a incité André sur l'Ancien Testament, c'est de l'hébreu. André parlait l'hébreu parfaitement, donc il n'y a pas de problème. Sur le Nouveau, on suppose que Jésus, on suppose pas, c'est avéré, que Jésus parlait un araméen. Et que le texte de la traduction que l'on connaît, nous, en français, est tiré du grec, qui était la langue véhiculaire de l'époque. Et donc, ça, c'était avéré. Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'il a vraiment dit dans sa langue à lui ? Tout le monde, tous les théologiens se sont posés ces questions. Et je reviens à ce que tu disais, Hugo. Merci Lia, parce que c'est Lia qui a vu ce qu'on appelle un palimpseste, c'est-à-dire un texte caché derrière, parce que les papyrus servaient à plusieurs publications, je peux dire. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? L'ensemble du Nouveau Testament en araméen. Et c'est quelque chose de prodigieux. Tout le monde en a rêvé. Alors j'avais lu un texte du père Leloup, justement, qui disait, à propos de la traduction surréaliste d'André, il disait, il a présupposé, comme il parlait très bien l'hébreu, que l'araméen étant proche de l'hébreu, qu'il avait dit ça dans les béatitudes, Jésus. Il a présupposé. Mais c'est grave de réaliser une traduction en présupposant ce qu'il avait dit. Il peut aussi faire confiance aux traducteurs grecs et se dire qu'ils ont été fidèles au texte araméen, c'est-à-dire aux témoins qui étaient présents quand il a dit « heureux les pauvres, heureux les doux », etc. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je pense que le père Leloup, il s'est aperçu de la bourde aujourd'hui, quand l'IA a fait remonter... Et je lui ai demandé sur Internet exactement quel est le mot qu'il a traduit dans le Vetus Syrah, qui est ce fameux texte du Nouveau Testament en araméen. Et il me répond complètement à côté. Il me dit, c'est de l'hébreu qui veut dire Tov, etc. Bon. Et je lui dis, alors je lui envoie un message un peu énervé. Je lui dis, mais ce que vous avez écrit, le mot bienheureux dans le texte de la Vetus Syrah, c'est quel mot ? Et là, il a compris. Il m'a donné le mot araméen et mis à côté bienheureux. Mais il a eu du mal à le sortir parce qu'il était la cause d'une publication qu'il l'avait traduit lui-même à cause du présupposé, comme « En marche les pauvres ». J'ai jamais cru en ça. Finalement, on peut créer un parallèle de la question d'El Gadjo, qui correspond à une interprétation grecque de la volonté de Pierre, là où dans l'expression d'El Gadjo, il y a une forme de volonté que tu sois en marche, oui, dans une forme de réalisation. Oui. Et toi, tu lui rétorques heureux les pierres. Oui. Tu as raison, j'y avais pas pensé. C'est l'interprétation araméenne. C'est magnifique. Il est plus proche de Leloup et d'André Chouraki quand il est En Marche. Mais l'ennui, c'est qu'il est aussi proche de Macron. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais pour sa défense, il est belge. Donc bon. la politique française ne le concerne pas. Moi, je suis plein de tendresse envers les handicapés de naissance. Non, c'est une blague. Hein. Mais bon, c'est... Donc là, il a eu du mal à me mettre... C'était deux mots, hein. Le mot araméen, c'est le mot qu'il a traduit de la Vetus Syrah, qui est ce texte que l'IA a découvert. Et merci à l'IA d'avoir découvert quelque chose que les théologiens ont toujours attendu, parce qu'on savait
que la traduction grecque était une traduction de témoins qui parlaient tous araméen. L'araméen, qui était d'ailleurs une langue qui est comme l'anglais aujourd'hui, véhiculaire, mais pas dans le bassin méditerranéen où c'était le grec, mais toute la Mésopotamie et le Moyen-Orient. C'était la langue de l'échange, parce que les idées voyagent toujours avec l'intérêt. C'est-à-dire les échanges. Alors, c'était chez les Grecs la puissance maritime qui a conditionné, y compris les idées et les pensées. Et dans la Mésopotamie, c'était beaucoup l'architecture. Enfin, l'histoire mésopotamienne, elle est très riche aussi, d'une certaine manière. Mais c'était l'araméen. L'araméen, parce que Padam Aram, au nord de la Syrie, c'était un lieu qui est parlé bibliquement. D'ailleurs, on parle de cette région où Jacob est allé travailler. Finalement, l'ensemble de ces connaissances que tu as développées au fil des années, tu l'as fait à quel titre? Ça provoque chez toi un bonheur? Ou qu'est-ce que ça a représenté pour toi, finalement, cette curiosité? Oui, et ben ça représente une exploration. Je crois que j'ai un plaisir d'explorateur. Ne pas connaître, ça me gêne pas. Être ignorant, entre guillemets, en tout cas au niveau de l'accumulation du savoir, d'être. Mais j'aime aussi la dimension charnelle de la connaissance. C'est-à-dire, ça a correspondu, et c'est ça qui est extraordinaire, à mon expérience quand j'étais jeune en terre d'Israël, au Moyen-Orient, en Mésopotamie. Tout ce dont il s'agit, je l'ai traversé. Ça a été une expérience charnelle. Et pour moi, c'est très, très important. Très, très important. Et donc, c'est ce qui fait aussi que c'est une forme d'exploration de moi-même. La pauvreté, je l'ai connue aussi dans mes voyages, où tu manges pas tous les jours, où tu es dans le doute tout le temps d'un monde qui t'échappe. Et le premier des mondes qui t'échappe, c'est le mien. Il m'échappait totalement. Qui j'étais, d'où je venais. Après, je crois que j'ai fait ce chemin vers le désir de ma mère, qui a été... Mais c'était pas évident. Il a fallu précisément un chemin vers moi, comme dit l'Eka, comme dit l'hébreu, c'est-à-dire... Et c'est beau parce que dans le Cantique des Cantiques, dans le fond, il y a ce bien-aimé, le bien-aimé dit « Ma bien-aimée, va vers toi-même, va, pars, l'Eka, pars vers toi-même ». C'est beau cette idée de chemin vers soi. Et je pense que, je disais dans une discussion théologique, là, je pense que le chemin vers soi est exactement le chemin vers l'autre et vers Dieu. C'est la même chose. Voilà, c'est pour ça que c'est une autre dimension en théologie, c'est une autre dimension que des principes qui ne sont pas forcément des chemins vers soi. Les églises, généralement, c'est le contraire. Plus tu t'éloignes de toi, plus ça justifie un ordre. La morale. La morale, etc. Une certaine morale. Une certaine morale. Oui, mais enfin, je veux dire, on s'est... Comment dire, on disparaît. Comment on peut penser que disparaître à ses yeux dans la conformité, c'est quelque chose qui a à voir ni avec la vie, ni avec le divin. Le divin, pour moi, c'est l'accomplissement de soi dans l'être. Ce que disait Spinoza, qui n'était pas conforme non plus, mais quand il disait ça... Que tu aimes bien survoler d'ailleurs. Oui, oui, mais il peut le lire. Hein. C'est pas interdit. C'était une drôle d'époque aussi, l'époque de Spinoza. Son meilleur ami s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'on puisse douter, enfin avoir cette vision de l'être qui était totalement contraire à la vision rabbinique, puisqu'ils étaient juifs qui venaient du Portugal, etc. Ça a fait un rejet total de l'Église, de la communauté juive. On y revient, la communauté qui, dans l'histoire, s'installe dans beaucoup de pays de manière différente. Les communautés chez les Grecs, c'était fondamental, comme écho au commerce maritime. C'était toujours incarné dans l'intérêt économique. Dans l'intérêt économique et la forme sociale qui permettait de se rapprocher de la cité pour les peuples paysans qui aussi échangeaient le produit de ce qu'ils produisaient.
Donc, c'était chez Spinoza, moi, ce que j'ai trouvé très, très beau, c'est l'importance qu'il donne au désir comme accomplissement de soi. Le désir, c'est ce cheminement vers l'être qui est en soi, et en même temps qui nous accomplit dans ce que nous sommes. C'est beau, le désir, et il a mis en évidence la volonté de puissance et la puissance aussi comme corruption de ce désir. Je trouve que c'est très important de regarder en nous cette puissance de conformité. C'est pas une vraie puissance, ça n'existe pas la vraie puissance. Nous naissons vulnérables et nous le restons toujours. Mais cette illusion de la puissance, dans la normalité, c'est ce qui nous donne l'impression de devenir comme on veut que nous devenions, c'est-à-dire de blesser en nous cette dimension de l'être. C'est vrai. Et je repensais à la question du bonheur, qui s'incarne notamment dans le plaisir que tu as eu à être un explorateur de la vie sous toutes ses formes, que ça s'incarne dans tes voyages, qu'ils soient physiques ou spirituels. Et je pense que ce qui te définit aussi dans une forme d'accession au bonheur, c'est le plaisir que tu prends à pouvoir accompagner les autres par un geste, une parole, si tu le peux, bien sûr, en toute humilité, pour les aider à se trouver eux-mêmes quand ils cherchent à se trouver eux-mêmes, bien sûr, pas comme une fin en soi que tu voudrais imposer aux autres. Et je sais que dans le cadre professionnel, tu m'avais raconté, et ça fait longtemps que tu ne me l'as pas raconté, cette anecdote, je crois qu'elle s'appelle Madame Silberstein ou un truc comme ça. Exactement, bah dis donc, t'as une mémoire. Ouais, elle est juste normale. J'ai compris le message. Et on pourra terminer, j'imagine, sur cette anecdote, que Oui. les Gageot comprennent Oui. où se situait la vertu de ton à ce bonheur. moment-là, ça a été un événement qui reste pour moi très émouvant et qui a été un enseignement considérable. J'étais à l'ETR, ce qu'on appelle, c'était un dispositif d'État, c'est d'un ensemble d'orientation. Bon. Et Madame Ruetor, qui était ma patronne, me dit, écoute, je voudrais que je pars en vacances, que tu reçoives Madame Zibelstein, c'est une SDF. Elle me dit, mais, ah bon, je lui dis, et tu peux te servir de mon bureau, elle me dit. Donc je reçois cette femme dans son bureau, et effectivement, elle avait des cheveux très détériorés, enfin un air très... Et elle avait ça, extraordinaire, je m'en souviens très bien. Elle regardait toujours par terre. Et on a déjà passé au moins 3 quarts d'heure à ne rien dire, ni elle, ni moi. C'est marrant, le silence. Enfin, c'est marrant, c'est pas le bon mot, c'est étonnant. C'est étonnant, le silence. Alors, comme je faisais partie de l'équipe technique de reclassement, ETR, on appelait ça, enfin, elle le savait, ma patronne, qu'il ne fallait pas me dire quoi faire. Je faisais absolument... Dans ma vie professionnelle, ça a été un continuum. Je faisais ce que je choisissais de faire. Et personne ne m'emmerdait, généralement. Et cette dame, elle était vraiment... on sentait qu'elle disait SDF, je voyais ce qu'elle voulait dire, Annie. Alors, à un moment donné, elle a levé la tête et elle m'a dit, mon problème, c'est que je pense en hébreu et j'ai du mal à traduire en français. Et pof, sa tête retombe. Et alors, c'était surréaliste, Hugo, parce que je ne peux pas te dire aujourd'hui pourquoi. Je lui réponds, je sais exactement ce qu'il vous faut. Et maintenant, je me dis, mais tu savais exactement ce qu'il lui fallait, c'est pas sûr. Hein. Et j'appelle, figure-toi, mon ami qui dirigeait les recrutements à l'IFOCOP, qui était en plein Rungis, et pour une formation qui s'appelait le TOG, technicien en organisation et gestion d'entreprise. Écoute, tu vas me dire... que je suis un peu foldingue, elle m'a dit, oui, bah, je te connais, hein, parce que souvent elle prenait des gens, à travers les pôles emploi-formation, je lui envoyais. C'était une formation Bac+2 qui était assez remarquable. 1, parce qu'elle était basée sur le commerce et sur le réel, et 2, parce que tu avais des gens qui t'apprenaient la gestion, la comptabilité, qui étaient d'excellents professeurs. Et je dis, je te l'envoie, Madame Zilberstein.
Donc voilà, je n'entends plus parler de Madame Silberstein. Mais j'étais dans les jurys permettant de délivrer le BTS à l'IFOCOP, justement. Donc tous les ans, il y avait arrivé La remise des la remise des diplômes, tout ça avec un petit truc après. Et alors après, je me retrouve avec les autres, les profs, des élèves et des anciens élèves, etc. Dans cette ambiance, on se boit un petit verre. Et, des années plus tard, donc. Oui, 4 ans plus tard. Et elle me dit, alors je vois à un moment donné une superbe créature. Toi, t'as pas ce problème, mais moi, je réagis toujours quand je vois une superbe créature. Même, enfin, bref. Et je veux dire, les cheveux bouclés, enfin une espèce de, vraiment une beauté, quoi. Et elle me regarde en plus, une beauté qui me regarde, généralement, ça me fait quelque chose. Même quelquefois, il suffit du charme. Hein. Et alors, elle s'approche de moi, cette dame, comme ça, et elle me dit, « Vous ne me reconnaissez pas, monsieur Fusier ?» Et je lui dis « Non. » Eh bien, je suis Madame Silberstein. Je suis arrivé première de ma session, à l'époque, vous m'avez dit. Elle avait un super bon mot, quelque part. Et je voulais vous dire merci. C'est tout. Et ça a été un bonheur absolu. Et ce qui était un bonheur absolu, c'est de se dire, t'es dans la merdouille, tu comprends pas du tout ce qui se passe, et tu sens ça, c'est intuitif. Il y a quelque chose qui va réparer quelqu'un et l'amener à faire naître en lui la totalité de son potentiel. Et j'ai adoré ça. Et ça vaut toute la culture du monde. Et ça vaut toute la culture du monde. Te suicide pas, El Gadjo. Hein. Ça vaut... Il y a ce mystère-là qui fait que sans le rechercher, ça répond à ta question un peu, tu as raison, on a l'impression que le seul fait d'avoir été là, tu dois le ressentir quelquefois, à travers la musique, à travers plein de choses, eh bien, il y a quelque chose qui se répare chez quelqu'un, de jeune ou de moins jeune, et que on est au service de ça. Ça pose la question des dons et du chemin personnel par rapport aux autres. Si tu sens que quelque chose libère et répare quelqu'un, alors que même c'était le cas pour Madame Silberstein, j'avais rien dit quasiment. J'ai simplement été dans une logique pratique de... Eh bien, si tu sens, je pense que c'est important, oui. C'est important de ne pas dire non, là aussi. Mais je suis comme un explorateur, là aussi, parce que je n'ai pas du tout le projet. Pour moi, ce serait le pire d'enseigner ou de dire à quelqu'un comment il faut penser, comment il faut être. Il y a, comme nous sommes nous, avec nos amis, il y a un partage. Et ce partage, j'y tiens parce que je trouve qu'il n'y a pas la notion de quelque chose qu'on apporte, mais dans l'amitié et dans l'amour, il y a toujours quelque chose qu'on peut prendre à l'autre, qui vous répare. Moi, je l'ai fait souvent avec des gens qui me sont proches, ils n'ont pas toujours su tout ce qu'ils avaient pu m'apporter. Et je pense que je veux dire, surtout pas rechercher à avoir cette centralité, parce que tout va se détruire de tout ce qu'on peut apporter de soi-même et donner de soi. Parce qu'à mon avis, tu parlais de ça, Hugo, mais je pense évidemment que ce n'est pas une question de savoir, mais c'est quelque chose de la vérité de soi que l'on donne aux autres. Cette générosité de donner aux autres quelque chose de soi, c'est toujours réparateur et toujours une ouverture vers la création de soi. Donc c'est une question plutôt de générosité et de vérité, c'est-à-dire ne pas être masqué, de vérité, qui fait qu'on peut être pour les autres une ressource, comme ils sont une ressource pour nous. Très bien, je pense que la messe est dite. Eh bien, on remercie El Gadjo pour sa question qui aura nourri la nature de cet épisode. Oui. Pour oui. ta participation, Pierre, comme d'habitude. Merci El Gadjo, et je t'en veux pas, maintenant que j'ai appris que tu étais belge, je trouve que c'est une gageure que d'arriver à vivre sa vie en étant belge, hein, c'est pas facile. C'est sûr. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde.
Merci d'avoir traversé ce jardin en notre compagnie. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner, de le liker et de le partager. Pour y participer en nous soumettant vos questions, c'est simple. En description se trouvent nos contacts. Et revenez quand vous voulez, la porte reste entrouverte. J'ai vu l'enfer, j'ai peur sans arrêt, je veux pas mourir. Une telle souffrance. Tout dépend de la façon dont tu regardes les choses. Alors ne t'en fais pas, hein. Si tu as peur de la mort, si tu te cramponnes trop, tu vois des démons qui t'arrachent à la vie. Mais si tu as fait la paix en toi, alors ces démons deviennent des anges qui t'affranchissent du poids de la terre. D'accord? Bon.